Amis de la Résistance, bonsoir. Mesdames et messieurs les collabos, numéroté aux abattis, ça va durer moins longtemps que les impôts. Monsieur Gollnisch, bonsoir. Bonsoir, monsieur Le Becquet. Je reçois monsieur Bruno Gollnisch, secrétaire général du Front National. C'est oui. Non, définitif. Jusqu'à 200 ans, je serai incapable de le dire. Ça n'est pas très grave. Moi-même, il m'arrive finalement de me poser la question. Je ne sais jamais si c'est secrétaire national du Front Général, secrétaire général du Front National, enfin, en tout cas républicain. Oh, avec la modération que nous avons dans tous les domaines. Dans tout, bien sûr. C'est des démocrates et tout absolument. Ça. Voilà. Nous sommes modérés en toutes choses. Absolument, c'est tout à fait clair. Encore que je me demande parfois si moi je suis suffisamment modéré dans mes modérations. Voilà. Nous allons, cher Bruno Gollnisch, faire le tour de l'actualité. À vrai dire, je vais dire toute la vérité. Je vous avais demandé de venir ce soir avec Victoria. Non, pas de venir avec Victoria, je vous avais demandé avec Victoria de venir ce soir parce que nous avions envie de vous faire parler d'un sujet dont vous avez très peu l'occasion de parler sur les radios et les télévisions, et que pourtant vous connaissez bien, et qui est le Japon. Je trouvais que c'était intéressant de faire parler un homme politique sur un sujet qui n'est pas à proprement parler un sujet politique. Alors on aura peut-être le temps de le faire, mais l'actualité nous rattrape, nous dépasse et nous pousse un petit peu aux fesses, et je me demande si c'est pas un petit peu déplacé, hors du temps d'évoquer le Japon, où M. Chirac n'est pas. Oui, n'est plus. J'aurais préféré qu'il fût au Japon, au moins ça nous aurait donné un prétexte, mais alors peut-être qu'on en parlera quand même, mais l'essentiel de cette heure, une heure et demie qu'on va passer ensemble, ça dépendra de votre disponibilité, va être consacré quand même à une actualité qui est, il faut bien le dire, plus brûlante que le Japon. C'est vrai. J'ai sous les yeux une petite revue de presse, une petite revue de l'actualité, et quelques journaux amis dont je voudrais dire quelques mots. Alors le premier journal ami dont je vais parler, c'est un journal auquel vous êtes abonné d'ailleurs. Oui, qui est excellent. Je vous remercie, ça fera plaisir à son directeur et à sa directrice. Hein, et que je lis toujours avec beaucoup de plaisir. Donc c'est le en plus, c'est bien présenté. C'est joli. Hein, oui, très agréable. Oui. Le libre journal de la France courtoise. Je crois très libre en plus. Oui, ça c'est le moins qu'on puisse dire, c'est libre. D'ailleurs, le numéro là que vous avez sous les yeux est particulièrement libre. Oui, j'ai remarqué. Vous avez remarqué à tous égards. Hein, oui, voilà. Absolument. Donc, je voulais dire que le numéro venait de sortir et je veux en parler pour une raison précise. C'est que dans ce numéro 120, vous vous rendez compte, ça fait 120 fois 10 jours que ce journal paraît. Alors moi j'avais l'habitude dans le temps, et je l'ai raconté au moment de présent, au moment des 15 ans de présent, de dire quand un journal sortait, il ne durera pas 3 semaines. J'avais dit pour présent, avec un sens très sûr de l'avenir. Tu parles, ils font un quotidien, en plus Brignot et Madiran, qui n'étaient déjà pas des perdants de l'année à l'époque. Il fallait se lever à 4h du matin. Ils vont se lever à 4h du matin pendant 3 semaines, puis au bout de 3 semaines, ils vont en avoir marre. Comme de toute façon, personne ne s'abonnera. Parce qu'un quotidien de la famille nationaliste et tout. C'est aussi un tour de force extraordinaire. Oui. Et ça fait 15 ans que ça dure et c'est extraordinaire. Bon, votre scepticisme vérifie l'adage qui veut que l'homme de droite soit un pessimiste joyeux. Gay, voilà, un pessimiste joyeux, parce que gay maintenant. Contrairement à l'homme de gauche qui est un optimiste triste. Oui, accablé par l'échec de ses. Très triste. Oui, il est aussi quelque chose utopies. Il est aussi quelque chose qui se dit beaucoup plus brièvement. Oui. Mais bon, c'est... Alors, je parlais du Libre Journal parce que pensez qu'il est à son numéro 120, c'est-à-dire qu'il y a 1200 jours qu'il paraît, c'est-à-dire 4 ans, à peu près un peu moins de 4 ans, c'est assez... Moi-même, je n'en reviens pas. Je suis très étonné d'avoir pu écrire quand même autant de choses. Et je voulais parler de celui-là parce qu'il y a un document dedans qui est totalement inédit et qui... est une des choses que je suis très fier d'avoir publié. C'est Pierre Sidos qui m'a communiqué ce document qu'il avait depuis 30 ans en sa possession et qui est le récit fait par un des patrons de la police parisienne, un des grands patrons de la police parisienne, le récit des derniers instants de Bastien Thierry, qui a été fusillé le 11 mars 1963 au fort d'Ivry. Et vous verrez, vous lirez ce document, il est, moi je trouve stupéfiant,
Et il est tout à fait émouvant parce que, à l'évidence, ce grand flic était un homme qui avait beaucoup d'admiration pour Bastien Thierry, qui avait également un grand engagement au service de la cause pour laquelle Bastien Thierry est mort. Et d'ailleurs, je vous signale que j'ai enregistré une cassette qui ne sera pas diffusée sur Radio Courtoisie parce que les informations qu'elle contient ne sont pas diffusables sur un média aussi libre soit-il et aussi privé soit-il. Donc elles ne peuvent être diffusées que par nos réseaux. Et donc je vous informerai le moment venu de la disponibilité de cette cassette qui est en cours de réalisation et qui apportera des révélations qui n'ont jamais été faites sur l'affaire du petit Clamart et sur l'exécution de Bastien Thierry. En attendant, dans le Libre Journal, dans ce numéro du Libre Journal qui est sorti tout à l'heure de l'imprimerie, un document, le policier qui conduisit Bastien Thierry au peloton raconte, et vous verrez, c'est un très beau texte. Et puis il y a également un article dont je ne suis pas mécontent, qui explique un petit peu, non pas un petit peu, qui explique un des aspects de la curieuse multiplication des actes, des disparitions d'enfants et des actes de pédomanie, que j'appelle moi pédomanie parce que ça n'a rien à voir avec la philie. La philie, c'est l'amour, c'est l'amour pour quelque chose. Bien sûr. La francophilie, par exemple, c'est l'amour de la France. Tandis que la pédomanie, c'est une attirance maniaque et perverse. Et donc il y a un papier qui explique un des aspects qui n'est jamais évoqué dans les médias de cette flambée de pédomanie qui se manifeste depuis quelque temps. Donc je vous signale l'existence du Libre Journal de la France courtoise. Si vous voulez en recevoir un exemplaire, vous écrivez aux 4 places France List, qui est l'adresse du Libre Journal, c'est ça? Très bien. C'est bien. Vous savez tout. Oui. C'est assez admirable. Je voulais dire une chose sur l'affaire Bastien Thierry que vous évoquez. Je n'ai pas encore lu l'article qui est publié dans le Livre Journal, mais je viens de dévorer le dernier Brignot, le racisme judiciaire, qui, si ma mémoire est bonne, qui se lit absolument d'une traite. C'est un numéro double, je crois, ou triple double des cahiers de François Brignot, et qui vraiment, je dois dire, nous remet beaucoup de choses à la mémoire, et puisqu'on parle tellement de la mémoire, effectivement, il faut qu'on en ait quand même un peu sur ce que furent tous ces procès, et sur ce que fut l'ignominie de ces juridictions d'exception. Je pense l'ignominie, par exemple, au procès Bastien Thierry, de la condamnation prononcée au cours du procès, contre son défenseur, Maître Isorni, condamné, suspendu du barreau pour 3 ans, et véritablement le caractère honteux moralement et juridiquement d'une certaine justice à cette époque. Et je dois dire que ce qui nous distingue d'autres, c'est que nous ne sommes pas animés par le désir de vengeance, ni par la loi du talion. Je pense qu'il y a des gens qui ont suivi le général de Gaulle en toute bonne foi, et qu'ils ont, s'ils sont de bonne foi, ils ont aujourd'hui tout à fait leur place dans le combat national, mais tout de même, dans un certain nombre de cas, il faudra s'inspirer de ces enseignements du passé pour qu'ils ne se reproduisent plus. Alors, je signale aussi que Fait et Document d'Emmanuel Ratier vient de paraître. C'est un numéro absolument indispensable au combat national, je le dis parce qu'il contient un dossier sur une organisation particulièrement malfaisante et particulièrement criminelle, disons le mot, qui s'appelle Ralfron. C'est la liste de tous les... c'est une première liste de tous les centres, de toutes les représentations parisiennes de Ralfron. Ça va de Ralfron Ardennes à ras le front au Ray,
en passant par Lorient, Orléans, Mont-de-Marsan, La Rochelle, Besançon, etc., etc. C'est la première publication. C'est très utile. Et c'est très utile. C'est très utile parce que ça commence à bien faire. Je dois vous dire que comme les grands esprits se rencontrent, moi je viens de téléphoner à l'une des personnalités les plus notoires de cette organisation, Monsieur Rachfous. Dont il est question d'ailleurs dans oui. Alors je me suis nommé, moi je n'ai pas l'habitude de me réfugier derrière l'anonymat, je ne donne pas des coups de fil, mais j'ai expliqué à ce monsieur qu'il était temps que cessent les manœuvres d'intimidation, les agressions parfois violentes de ses amis. Il a sursauté comme s'il était sur la chaise électrique de Sing Sing quand il m'a entendu, il s'est demandé comment j'avais eu son numéro, etc. Je ne cherche pas à le persécuter téléphoniquement, ni d'aucune façon d'ailleurs, mais simplement à lui dire que je le tiens, lui et quelques autres, pour personnellement responsable des violences que les associations Ralfron seraient tentées de perpétrer contre nous. À quoi il m'a répondu que tout cela n'était qu'une nébuleuse, que chacun agissait de façon tout à fait indépendante. Eh bien, qu'il sache que cet argument-là n'aura sur nous aucune espèce de prise et que nous considérons qu'il y a là au contraire un complot qui vise à ameuter un certain nombre de gens à commettre contre le Front National des actions délictueuses, voire criminelles, dont nous les rendrons directement responsables. Voilà, alors donc dans Faits et documents d'Emmanuel Ratier, on apprend la constitution de cette fameuse nébuleuse où on retrouve Maurice Reichfuss, Gilles Perrault, Anne Tristan, Philippe Crottet, agent PTT, Thierry. D'ailleurs, je signale que ces organisations terroristes, car ce sont des organisations terroristes, comprennent dans leur rang et à leur tête des fonctionnaires, et notamment des fonctionnaires des PTT. Quand on voit ça, c'est le cas de Crottet, c'est le cas de quelques autres, il ne faut pas s'étonner des véritables sabotages dont, par exemple, nos journaux sont victimes à l'intérieur, dans la distribution, et dont, par exemple encore, National Hebdo a été victime récemment, puisque la Poste, sous la pression de terroristes syndiqués, a finalement refusé d'exécuter un contrat qu'elle avait signé avec National Hebdo pour une distribution promotionnelle du journal. Affaire qui d'ailleurs fait l'objet d'un procès puisque Jean-Claude Varane, directeur de National Hebdo, poursuit les PTT pour rupture abusive de contrat. Dans la série des pressions, toujours dans Faits et documents, vous pourrez lire la fameuse lettre dont j'ai parlé plusieurs fois à cette antenne, lettre des éditions Ramsay, adressé à monsieur Claude Steger, le directeur du restaurant L'Alzaco. J'avais parlé de cette lettre, elle est publiée dans Faits et documents, et je vais vous en donner de la lecture, mais il faut voir le document. Monsieur le gérant, en tant qu'éditeur du guide Pudlowski, le Pudelot Paris, nous sommes au regret de vous informer que nous ne pourrons plus à l'avenir vous mentionner dans les prochaines éditions de cet ouvrage, ceci à la suite de pressions amicales d'auteurs maison, qui, en liaison avec les polémiques récentes autour du festival de Château-Vallon, alors je précise que l'Alzaco se trouve à Paris, rue Condorcet, vous voyez, comme donc c'est directement concerné par le festival de Château-Vallon. Un restaurant alsacien qui est rue Condorcet à Paris est rendu tricard à cause des événements de Château-Vallon. Parce que M. Paquet ne veut pas, comment dirais-je, collaborer, si j'ose dire, avec la municipalité de Toulon. Alors je continue ma lecture. Ceci à la suite de pressions amicales d'auteurs maison qui, en liaison avec les polémiques récentes autour du festival de Château-Vallon, ont porté à notre connaissance des faits concernant l'accueil en votre honorable maison de gens et d'idées qui le sont beaucoup moins. Après vérification de l'authenticité de ces assertions, étayées de témoignages dignes de foi, nous décidons de suspendre provisoirement toute référence à votre restaurant. Nous défendons au sein de nos guides un certain art de vivre et des valeurs en quelles nous croyons. Veuillez agréer, cher monsieur, l'assurance de nos sentiments les meilleurs, signé le comité éditorial des éditions Ramsay, 105 boulevard Murat, 103 boulevard Murat. Ah ben c'est près d'ici, justement. C'est très près d'ici. 75 016 Paris, téléphone 40 71 11 11. Alors on va redire leur téléphone très lentement. C'est le 01, puisque maintenant 01, c'est la numérotation à 10 chiffres. 40 71 11 11. 71 11 11. Donc, nos amis qui nous entendent peuvent téléphoner aux éditions Ramsay pour dire leur indignation
leur indignation de cette manœuvre illégale d'ailleurs, Absolument. Pour lesquels, je pense, et qu'ils vont avoir des honteuse, véritablement stalinienne, à l'encontre du restaurant L'Elzaco. Alors je conseille... L'Alzaco, qui est délicieux en plus. Oui, qui est excellent. Alors on va donner l'adresse de ce restaurant pour que nos amis puissent y aller. Voilà, alors l'adresse c'est 10 rue Condorcet, 75 rue 010 Condorcet. Paris. Et puisqu'on a donné les numéros de téléphone, je vous donnerai également le numéro de téléphone de l'Alzaco. Comme ça, ça fera gagner du temps pour les réservations. Et puis si vous voulez l'insulter, ne vous gênez pas parce que... Alors faut pas insulter l'Alzaco. non, mais non, c'est bien. Mais je parle là aux auditeurs que nous avons et qui ne sont pas de nos amis, car il y en a. Alors donc vous pouvez téléphoner au 01 45 26 44 31. 01 45 26 44 31. 01 45 26 44 31. 44 ça, c'est 31. l'Alzaco 10 rue Condorcet. Ça, c'est l'Alzaco 10 rue C'est Condorcet. les Donc, macassins interdits maintenant. si vous ne savez pas où aller dîner, allez à l'Alzaco Voilà. et dites bien que vous venez. De la part du guide Pudlowski. Oui, non. Dites que vous venez parce que vous avez été révolté par le comportement des éditions Ramsay et du guide Pudlowski. N'achetez pas le guide Il Pudlowski. n'y a pas de bonnes adresses. hein. Voilà, n'achetez pas le guide Pudlowski et n'achetez, si possible, plus aucune publication des éditions Ramsay. Voilà. Si chacun se livrait à cette discipline élémentaire, je crois que les boycotteurs seraient boycottés et rejoindraient, par conséquent, la fable de l'arroseur arrosé. Ce ne serait que justice. Alors, puisque j'ai cité Faits et Documents, je vous rappelle que c'est un bimensuel édité par Emmanuel Ratier. L'adresse est boîte postale 254 09 75 424 Paris, CEDEC 09. C'est des adresses... moi, j'adore les adresses modernes maintenant. Hein. Et l'abonnement est de 495 francs pour un an, c'est-à-dire moins cher que le livre-journal, mais moins souvent. Oui, Ah, mais remarquablement informé. Alors, il y a tout Remarquablement dedans, informé. formidable. Oui. Voilà. Comme puisqu'on est en train de donner des adresses, je vais aussi vous donner l'adresse des publications FB qui publie Bah, voyons. le racisme judiciaire, 5 rue Fondary, Paris 15e. Alors j'espère que François Beugnot viendra bientôt à cette émission pour parler de son livre. Je précise, pour que ce soit parfaitement clair, mais c'est évident, mais enfin ça va encore mieux quand on le précise, que bien entendu, toutes ces citations que nous avons faites sont totalement dénuées de tout caractère publicitaire. Il s'agit de faire connaître des ouvrages... Qui sont totalement occultés par ailleurs. totalement occultés par ailleurs. Voilà. Alors... Bruno Gollnisch, j'ai failli éclater de rire tout à l'heure en lisant une nouvelle que j'ai crue une anticipation sur le 1er avril, mais il semblerait que ça ne soit pas le cas. Madame Trautmann, qui n'en fera jamais d'autre décidément, qui est le maire de Strasbourg, a décidé de faire déboulonner la statue de Jeanne d'Arc de Strasbourg à l'occasion de la tenue du congrès du Front National dans cette ville pour interdire à Jean-Marie Le Pen et aux militants du Front National de venir rendre hommage à la sainte patronne de la patrie lors de ce congrès de Strasbourg. Alors, c'est sérieux ou c'est un gag? Vous qui êtes souvent à Strasbourg. Ah ben, c'est hélas très sérieux, mais je crois qu'effectivement le rire est peut-être la meilleure réplique aux agissements particulièrement stupides et malveillants de Madame Trautmann et de ses amis. Alors, enfin, écoutez, ce sont des malades mentaux. Je vous signale que Jean-Marie Le Pen vient de lui adresser une lettre pleine d'humour dans laquelle il lui demande aussi s'il ne serait pas opportun de démonter pierre à pierre la cathédrale de Strasbourg, de crainte qu'à l'occasion de notre congrès de Pâques, les gens du Front National ne viennent y faire leur dévotion. Ah oui, voilà. Donc je pense je ne sais pas si on en arrivera là. En tout cas, moi je vous annonce quelque chose, c'est que je lance un grand pèlerinage patriotique et de réparation au sommet du Ballon d'Alsace. Oui, parce qu'il y a une statue de Jeanne d'Arc. Car il y a là une statue de Jeanne d'Arc qui pèse très 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 lourd et qui sera difficile de déboulonner d'ici là, et qu'en plus ça échappe, cette statue de Jeanne d'Arc échappe heureusement à la juridiction de Madame Trautmann. Alors à une date qui sera postérieure à notre réunion du 1er mai, j'espère que le 1er mai les Alsaciens viendront encore plus nombreux.
pour honorer Jeanne d'Arc dans notre grand défilé patriotique. Et puis, après le 1er mai, à une date qui reste à préciser, nous réunirons tous nos élus d'Alsace, de Lorraine et de Franche-Comté, puisque le ballon d'Alsace se trouve presque à l'intersection de ces 3 provinces, pour une grande manifestation qui sera en plus, je crois, une sympathique promenade au sommet du ballon d'Alsace, à cette statue qui fut édifiée lorsque l'Alsace était annexée par l'Allemagne. Donc c'est juste du côté lorrain. Bruno Gollnisch, bon, on va venir à des considérations peut-être plus directement politiques, même, je voudrais pas dire politicienne parce que c'est pas le cas, mais plus politique. Et notamment la publication toute récente du rapport Millos, le fameux rapport Millos, qui est maintenant c'est le quantième, c'est le 3e rapport Millos. Je crois, oui. Qui est un rapport intitulé Immigration clandestine, immigration régulière, les vrais chiffres. Alors, qui est édité par les éditions nationales, qui sort aujourd'hui. Est-ce que vous avez remarqué d'abord que depuis quelque temps, on entend de plus en plus les politiciens et les médiaticiens dire que finalement le débat sur l'immigration est un faux débat, que l'immigration c'est pas quelque chose d'important et que l'important c'est le chômage et la crise, mais que l'immigration n'est pas un véritable sujet de préoccupation politique en France. Alors, moi j'ai l'impression que cette attitude, qui est tout à fait nouvelle, parce que jusqu'à présent il y avait un débat sur l'immigration dans lequel on essayait d'échanger des arguments en évitant les arguments du Front National. Maintenant on est en train de nous expliquer que c'est pas réellement un débat politique. Est-ce que vous ne croyez pas que c'est parce qu'en fait ces gens-là sont dans la situation où ils n'ont absolument aucune possibilité de répondre? Oui, je crois que c'est quand même de leur part une attitude récurrente qui consiste à nier le problème et à faire la politique de l'autruche. C'est ce qu'ils ont fait pendant très longtemps, et ce qui a distingué le Front National, c'est qu'il a réussi à briser ce tabou. Alors, dans un deuxième temps, il leur a fallu prendre en compte le phénomène, et c'est à ce moment-là que M. Fabius reconnaît que le Front National pose les bonnes questions sans, dit-il toutefois, y apporter les bonnes réponses. Mais on ne sait pas quelle réponse M. Fabius a apporté à ce problème. C'est à ce moment-là que M. Rocard dit que la France ne peut pas héberger toute la misère du monde, etc. Diverses politiques sont tentées, qui sont essentiellement des politiques d'apparence, de poudre aux yeux, aussi bien d'ailleurs du côté des socialistes que du côté de la majorité actuelle, qui ne fait rien. Il faut savoir que les lois de Bré, c'est rien que multiplie rien. Dans la fameuse loi de Bré, il y a la seule disposition nouvelle, c'était l'obligation pour des Français ou des étrangers hébergeant des étrangers de passage de signaler non seulement leur départ mais aussi leur arrivée. Cette disposition-là, M. Debré y a renoncé, et le gouvernement y a renoncé sous la pression de la gauche et de la rue. Donc, autrement, tout le reste est à peu près inexistant. Il n'y a aucune politique d'ensemble pour résoudre ce problème, et chacun sait très bien qu'il n'y en aura pas. Alors, ceci étant dit, l'immigration, ce n'est malgré tout pas le seul problème du pays. Et si l'immigration est un problème aussi grave, c'est vrai que c'est en conjonction avec d'autres problèmes, pas seulement ceux du chômage d'ailleurs, mais également, par exemple, avec celui de la dénatalité. Il est certain que si nous avions une France forte, économiquement prospère, sûre d'elle-même et de ses valeurs, en plein accroissement, expansion démographique, bénéficiant du plein emploi, que sais-je encore, elle pourrait, une telle France pourrait assimiler un nombre relativement important d'étrangers, comme la France l'a fait en différentes périodes de son histoire. Mais à partir du moment où nous avons un vide démographique, parce que le déclin des valeurs traditionnelles, parce que la destruction voulue et programmée de la famille, parce que l'élimination des enfants à naître font qu'ils se fabriquent dans la population française beaucoup plus de cercueils que de berceaux,
que par conséquent la pyramide des âges s'inverse, qu'elle repose sur sa base, que le renouvellement des générations... sur sa pointe, pardon. Que le renouvellement des générations n'est plus assuré, et comme la nature a horreur du vide, bien sûr, que notre système de protection sociale et d'État-providence continue à fonctionner comme une fantastique pompe aspirante, et bien alors des masses s'y précipitent et continuent, quoi que l'on en dise, de s'y précipiter sans que les autorités fassent leur devoir. Alors c'est la conjonction de ces problèmes dont l'ensemble d'ailleurs porte un nom, c'est la décadence. Mais c'est une décadence dont je pense qu'elle n'est pas le fruit de la fatalité, ni même seulement de la faiblesse, de la lâcheté ou de l'incapacité. Je pense qu'il y a quelque chose de plus. Je pense qu'il y a une volonté évidente. Et Jean-Marie Le Pen, à cet égard, a une métaphore que je trouve excellente. C'est celle de l'aiguilleur fou. Il dit ceci, il dit si un jour dans une gare il y a un aiguilleur qui est fou, il va se mettre à aiguiller les trains n'importe comment, dans le lot, malgré tout un certain nombre de trains seront, par l'effet du hasard, aiguillés sur la bonne voie, et même si d'autres vont sur de mauvaises voies et finissent par dérailler. Bon. Or là, tous les trains sont orientés dans la mauvaise voie, sur la mauvaise voie, celle qui les mène à la catastrophe. Et nous le voyons rigoureusement dans tous les domaines. Il n'y a pas d'exception. Il n'y a pas d'exception. Qu'il s'agisse de l'enseignement, qu'il s'agisse de la culture, qu'il s'agisse de la politique familiale, qu'il s'agisse de la politique fiscale, qu'il s'agisse de la politique internationale, qu'il s'agisse de la politique pénale. Et alors, là, véritablement, je pense qu'il y a un complot. Il y a un complot contre l'identité européenne, contre les peuples, disons les choses clairement, contre les peuples européens, contre les nations chrétiennes, contre les hommes libres, voilà. On le voit, bon, là on parle de l'immigration, on va y revenir tout de suite, mais cette espèce de syndrome de l'aiguilleur pas fou, en réalité, parce que c'est ça, l'aiguilleur criminel mais pas fou, on le retrouve dans tous les domaines, et tout spécialement, je m'en suis rendu compte en réfléchissant à cette question dans le domaine des mœurs. Quand on pense qu'en France, on est dans un pays où on a vu successivement le ministre de la Culture, qui était Jack Lang, imposer la diffusion d'un film pornographique homosexuel sur la plus grande chaîne du service public, avec la plus grande heure d'écoute, le dimanche à 20h30. On a vu son successeur, Jacques Doust, imposer en quelque sorte l'adulation générale d'un groupe de musique qui s'appelle Nick ta mère, c'est-à-dire dont le nom est l'expression de la chose la plus abjecte qu'on puisse imaginer. Bon. On a vu ensuite Chirac, qui a confié la réalisation de sa photo officielle à une femme photographe, qui est une photographe pornographique, puisqu'elle a publié et vendu des photos de petites filles nues. C'est pas moi qui l'invente, c'est Madame Bettina Reims, qui est une photographe spécialisée dans la photo pornographique. Alors on peut appeler ça la photo érotique, la photo d'art, on peut donner le nom qu'on veut, mais c'est une photographe de petites filles nues, ce qui est de petites filles nues en plus, pas du tout les photos pour la publicité Evian. C'est véritablement des photos qui ont une volonté de choquer et de susciter des sentiments malsains. Pourquoi Chirac a-t-il choisi cette femme pour être son photographe attitré de la photo officielle, sinon par une espèce de formidable perversion des idées, des goûts et des intentions. On a vu par exemple que les socialistes, quand ils sont arrivés en 81 aux affaires, la première chose qu'ils ont fait, ça a été de dépénaliser les relations intimes avec entre adultes et mineurs. Entre adultes et mineurs, oui. de plus de 14 ans. Et spécialement d'ailleurs les relations homosexuelles. Absolument. Ouais. On a vu, ça c'est une auditrice qui nous le rappelle, en 77, des gens comme Aragon, Sartre, Simone de Beauvoir. Alors Aragon, homosexuel, Sartre et Simone de Beauvoir qui partousaient avec des petites jeunes filles. Glucksmann, Kouchner, Lang, appelés à la dépénalisation de la pédomanie. On voit aujourd'hui les Minitel porno qui sont accessibles à tout le monde, qui sont la propriété des grands journaux. Un journal comme le Nouvel Observateur a fondé une partie non pas de sa fortune, mais de sa prospérité sur le Minitel porno. Un journal comme Libération, la même chose. Donc,
Je vous signale sur le Minitel Porno, quand j'étais parlementaire, en 86 ou 87, j'ai, de façon tout à fait officielle, et la trace en existe au journal officiel des débats de l'Assemblée nationale, interpellé à ce sujet M. Longuet, qui était à l'époque ministre des Postes, pour lui faire observer que les PTT se livraient finalement en empochant une partie des recettes de cette affaire, se livrait à un acte que le code pénal qualifie de proxénétisme. C'est l'État proxénète. Monsieur Longuet a classé l'affaire sans suite en me disant que le service de la Poste n'était pas responsable du contenu de ce qui était véhiculé. On s'aperçoit quand il s'agit de censurer la distribution de National Hebdo, en revanche, ils y arrivent très bien. À propos de liberté, de régression de la liberté d'opinion, il s'est passé il y a quelques jours un événement ahurissant à double titre. Ça a été l'agression sauvage, littéralement sauvage, oui, contre le stand de National Hebdo au Salon du Livre. Alors, moi j'ai eu quelques échos de la façon dont ça s'était passé, puisque Jean-Pierre Cohen était sur place. Il a d'ailleurs fort courageusement affronté la meute, et il n'était pas tout seul. Mais il semble que ce soit véritablement un coup monté. C'est un coup monté avec la complicité de ce que Jean Madiran appelle, je crois, les chacals de presse. Et c'est un coup monté. Le journal Le Monde lui-même avait donné les références du stand, etc. Ce qui est extraordinaire, c'est que voilà, tous les moyens de diffusion de l'opinion, tous les médias, les radios, les télévisions, la presse écrite, est aux mains de nos adversaires, à part quelques revues, dont la vôtre, n'est-ce pas, à part le Journal Présent, Rivarol, National Hebdo, Minute, mais un très petit nombre de revues qui sont sans moyens financiers, qui sont sans publicité, qui ne trouvent aucun crédit auprès des banques, alors que les grands quotidiens, comme le rappelle toujours Jean Madiran, vivent avec des crédits, des traites illimitées qui sont tirées sur les banques nationalisées, donc finalement sur l'argent du contribuable. Les maisons d'édition, il est impossible aujourd'hui pour un auteur de droite, pour dire les choses clairement, d'être édité, ou c'est extraordinairement difficile. Eh bien, le peu que nous apparaissions encore est apparemment un scandale. Et ça, je dois dire que c'est ignoble, et que j'attends toujours qu'il y ait quand même 2 ou 3 personnes courageuses qui s'en indignent. Je voudrais tirer un coup de chapeau, il n'est pas de ma paroisse, à Monsieur Tillinac, qui est un écrivain chiracien et qui préside, je crois, aux destinées de la maison d'édition La Table Ronde, qui lui s'est élevé contre toute censure et qui a dit qu'il ne participerait plus au Salon du Livre si l'extrême droite, ce qu'il appelle tel, n'est-ce pas, ou l'extrême gauche n'y était pas représentée. Je pense qu'il a parlé de l'extrême gauche par souci de faire bonne mesure, parce que de toute façon l'extrême gauche y est très largement représentée et qu'elle n'y a jamais été menacée. Mais enfin, quand même, un coup de chapeau à M. Tillinac, qui est, je crois, la seule voix pratiquement qui se soit fait entendre dans cette circonstance. C'est absolument insupportable. Alors, je crois qu'on atteint des degrés que vous-même n'imaginez pas, Bruno Gollnisch, puisque j'ai fait venir à cette émission il y a quelques semaines Jérôme Pinel, qui est l'éditeur d'une revue intitulée Breton d'ailleurs, qui est une revue donc qui parle des Bretons, de la Bretagne, oui, et notamment du dynamisme économique des Bretons et de la Bretagne à l'exportation. Le travail que font certains Bretons, patrons d'entreprises exportées ou patrons d'entreprises exportantes. Et dans le dernier numéro, dans le dernier numéro de la revue Breton d'ailleurs, Jérôme Pinel a commencé la diffusion d'une série d'interviews de Bretons célèbres, interviews sur la Bretagne dans le 3e millénaire, ce qui est une idée comme une autre. Et il avait trouvé très drôle, très amusant, et c'est d'ailleurs assez amusant, c'est vrai, de publier face à face l'interview de Kofi Amian, qui est breton, breton d'adoption, maire de Saint-Coulic, c'est ça, oui, quelque chose comme ça, d'un petit village breton, et de Jean-Marie Le Pen, qui est breton de naissance. Les mêmes questions étant posées aux deux hommes,
Monsieur Kofi Annan étant d'ailleurs averti que son interview serait publiée en face de celle de Jean-Marie Le Pen, qui était averti que son interview serait publiée en face de Kofi Annan. Et le journal est paru, c'est très amusant. Alors il y a deux choses qu'il faut savoir, c'est que premièrement, une correctrice a saboté volontairement l'interview de Le Pen en la mettant, cette interview, pas complètement mais partiellement au féminin, par l'ajout de lettres superfétatoires. Et puis la deuxième chose qu'il faut savoir, c'est que quand, à l'occasion de la Saint-Patrick, qui est la fête de tous les Celtes, des Irlandais, mais en fait de tous les Celtes, et donc aussi des Bretons, Jérôme Pinel et son équipe ont voulu présenter leur journal et distribuer leur journal, notamment à Pantin. Eh bien, on leur a interdit de le faire parce qu'il y avait une photo de Le Pen dans le journal. Oui. Non, mais c'est le totalitarisme à l'état chimiquement pur de tous ces gens qui se réclament de la défense de la liberté d'expression. Et ce totalitarisme, comme toujours, s'appuie sur le mensonge le plus éhonté et sur des séries de mensonges. Il y en a à peu près, il y a 2 ou 3 entreprises de désinformation par jour en ce moment. Par exemple, si on prend simplement l'affaire du Salon du Livre, c'est extraordinaire ce qui a pu être raconté. Puisqu'il s'agit d'un stand loué par National Hebdo pour présenter, et loué cher, pour présenter ses éditeurs, comme il est tout à fait, ses auteurs, et qui était tenu de façon tout à fait héroïque, d'ailleurs, par les auteurs en question, y compris par des personnes d'un certain âge et d'autres fort jeunes, bon, et qui a été sauvagement agressé, et l'on a prétendu dans la presse, et notamment... Anne Gérin de François, il faut dire son nom aussi, parce que maintenant il faut dire le nom des gens. Anne Gérin de François, donc on a prétendu que c'était les membres du Front National qui, ou de ce stand de National Hebdo, qui avaient agressé les passants, alors qu'ils se sont retrouvés délibérément agressés par plus de à 6 ou 7 contre 100, n'est-ce pas, délibérément agressés, qu'on a sous les yeux des policiers, sous les yeux de la police, et alors que le commissariat de police était prévenu, que le commissariat à la manifestation était prévenu et était resté tout à fait inactif, et que pour se défendre, n'est-ce pas, ils ont saisi ce qu'ils avaient sous la main, c'est-à-dire les pieds ou les montants du stand qu'on était en train de leur saccager. Voilà la réalité. Alors, je pense que Madame Gérin de François, mais je ne suis pas étonné, François est un journal du mensonge, de la haine et de la désinformation. Je pense en particulier d'ailleurs aussi à l'éditorialiste Monsieur Moreau, qui en rajoute un peu plus chaque jour dans l'abjection. Ah ben Monsieur Moreau, justement, on parlait des pédomanes tout à l'heure. Monsieur Moreau a écrit dans un de ses articles, dans un de ses éditoriaux, quelque chose qui normalement devrait le conduire tout droit devant les tribunaux au titre de la loi Guesso, puisqu'il a fait le portrait robot du pédomane moyen, qui était un notable auvergnat ou bas-breton, jaquette dégrafée et charentaise aux pieds. Oui. Dans ce sens-là, c'est non seulement permis, mais recommandé, c'est ça. Monsieur Moreau, c'est François ou c'est le journal du dimanche, au fait C'est François. C'est François, oui. Enfin, le journal du dimanche, oui, c'est pas Monsieur Genestar, c'est pas beaucoup mieux. Il mériterait de travailler au journal du dimanche. Oui. Un exemple de désinformation dans Le Monde d'aujourd'hui, daté du jeudi 20 mars 97, à la page 7, Le Monde publie un sondage qui montre que, décidément, les Français rejettent les idées de Le Pen. Oui, Madame Chambaud, d'ailleurs, m'a demandé mon opinion sur ce sondage, et je viens de le lui donner, pas plus tard qu'il y a 1 heure, juste avant de venir chez vous, et je lui ai dit, écoutez, si c'est comme ça, c'est que tout va bien, alors c'est pas la peine de... Pourquoi y a-t-il dans Le Monde, en moyenne, entre 3 et 10 articles, à chaque livraison du Monde, entre 3 et 10 articles qui sont consacrés à la critique vindicative et haineuse la plupart du temps, et toujours à sens unique, du Front National. Puisque, en somme, le Front National, d'après le sondage, est en régression, rien ne va plus, les 1%. idées... Alors, ce qui est très amusant, si j'ose dire, dans ce sondage, c'est que on pose la question. D'abord, on pose une question qui est véritablement une question d'ordure, disons le mot. La dénonciation de l'influence des Juifs sur la vie politique en France. Approuvez-vous ou désapprouvez-vous la dénonciation de l'influence par des Jean-Marie Juifs Le Pen
de l'influence des Alors, Juifs sur la c'est vie politique ahurissant en parce que France. je voudrais qu'on me cite un seul cas où quelqu'un du Front National ait ce qualité à dénoncer cette influence des Juifs sur la vie politique. Non, mais aucun jusqu'à présent. Mais je puis vous dire que, en ce qui me concerne, parce que je trouve que la coupe est pleine, je pense qu'il faudra dénoncer l'influence de certaines organisations juives qui se réclament abusivement d'ailleurs de la communauté et qui nous insultent, nous attaquent, nous accablent en pensant que précisément la très grande retenue dont nous faisons preuve dans ces questions pour ne pas créer justement de dissension au sein de la communauté nationale, les assurera toujours d'une impunité totale. Alors vous écoutez Radio Courtoisie, l'émission du mercredi soir, le libre journal de Serge de Beketch, Bruno Gollnisch. C'est obligatoire, il paraît. Mais ce que je voulais dire, parce que des fois les gens croient qu'ils écoutent Radio Beurre, c'est toujours ce que je dis, et que je m'adresse à Kofi Niamian, par exemple, je les détrompe, c'est Bruno Gollnisch et c'est sur Radio Courtoisie. Il est sans doute plus tolérant, d'ailleurs, à titre personnel, que ceux qui... Oui, il est plutôt pas antipathique du tout. Oui. Mais alors, je reviens à cette question. La dénonciation, approuvez-vous ou désapprouvez-vous la dénonciation de l'influence des Juifs sur la vie politique en France? Alors, au cas où cette question aurait été soulevée par quelqu'un du Front National, il faudrait savoir qu'il se serait attiré la désapprobation l'approbation de 19% des électeurs du Front National. C'est-à-dire il y aurait moins d'un électeur ou d'un sympathisant, d'un électeur potentiel, c'est l'appellation précise, moins d'un électeur potentiel du Front National sur 5, moins d'un sur 5 est prêt à approuver la dénonciation de l'influence des Juifs sur la vie politique en France. Alors pourquoi est-ce qu'on vient nous bassiner à longueur de journée en nous expliquant que le Front National est un parti antisémite? C'est complètement aberrant. Je suis sûr que si on faisait cette expérience dans n'importe quel autre parti, on aurait un peu ou pour les mêmes résultats. Oui. Donc, ce que je trouve extraordinaire, moi, c'est que dans le contexte actuel, il y ait des gens qui aient le culot de répondre oui aux enquêteurs de la Sofres. Oui, voilà. C'est renversant parce qu'ils sont à peu près sûrs d'être dénoncés dans les minutes qui suivent. Bien entendu. Au fait, le patron de la Sofres, c'est... Ah, ça, c'est pas M. Jaffray, non? Ah, c'est Jérôme Jaffray, c'est possible. Je ne sais pas. Je sais, pour moi, il y a une espèce de gros institut de sondage général qui s'appelle l'IFOP, Sofres, Cofremca et compagnie. Et puis, je dois dire que je ne rentre pas dans ce genre de détails, mais c'est bien possible. Je voudrais signaler, au passage, le dessin de Conque, je voudrais le signaler toutes les semaines. Le dessin de Conque dans National Hebdo, qui est toutes les semaines, il est plus drôle que la semaine précédente, alors on finit par le savoir. Et là, on a Le Pen qui est ligoté sur un lit, bâillonné, avec l'œil droit poché et l'œil gauche ouvert. Et il y a un mec de flic de la pensée qui le regarde et qui dit il essaye de propager son discours de haine en bougeant la paupière. Oui, c'est affreux. Voilà. Mais c'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Alors, Bruno Gollnisch, vous avez remarqué sans doute que M. Juppé a décidé de soutenir la politique familiale, plutôt de renforcer la politique familiale du gouvernement, en accordant au développement, au renforcement de cette politique familiale, une somme qui représente exactement 1% de ce que va coûter le redressement du Crédit Lyonnais aux Français. C'est ça, oui. C'est dérisoire. C'est dérisoire. C'est à la mesure d'ailleurs de ce gouvernement. Voilà. Je ne crois pas d'ailleurs que ce soit nécessaire de commenter cette mesure au-delà. C'est par rapport aux enjeux qui ne sont rien moins que la survie de la France, puisqu'elle est plus menacée qu'aux périodes de la peste noire, au pire moment de la propagation de cette épidémie au Moyen-Âge, puisqu'elle est... c'est d'ailleurs Chonu qui avait parlé de la peste blanche à propos du problème de la dénatalité, puisque la France est plus menacée que durant les terribles saignées de la Première Guerre mondiale. On mesure là l'aveuglement de ceux qui nous dirigent. Mais c'est la politique du petit saupoudrage, rien du tout, qui permet de faire croire. C'est la politique de l'apparence. Voilà. Mancel, qui est descendu récemment, Jean-François Mancel, qui est le secrétaire général du RPR, et qui est descendu récemment dans le Midi et dans le Var, notamment pour rencontrer les gens du RPR, est remonté totalement retourné, si j'ose dire, par ce qu'il avait entendu. C'est-à-dire qu'il s'est fait injurier par les militants RPR sur à peu près tous les points de la politique du gouvernement.
Oui, ça prouve qu'il y a encore des gens dans ce parti qui réalisent quand même les choses, mais ils devraient aller jusqu'au bout de leur démarche et sincèrement, ils devraient le quitter pour venir chez nous. C'est le moment. Si c'est pas maintenant, ça sera jamais, quoi. Moi, je voudrais quand même signaler aux défenseurs de l'union à droite ou de l'union des droites que M. Chirac, pour lequel ils ont voté bien entendu au deuxième tour des présidentielles, puisqu'ils voulaient avoir un candidat ils voulaient avoir un président qui combattrait l'influence de gauche dans ce pays et qui ferait véritablement la politique pour laquelle il a été élu. Je voudrais signaler donc que M. Chirac vient de désigner son candidat à la tête de la société qui sera chargée de diriger le réseau ferré français. Vous savez, Bruno Gollnisch, que la SNCF a été séparée en deux parties. Maintenant, il y a une société qui va s'occuper de gérer le réseau et une société qui va s'occuper des machines qui roulent sur le réseau. Eh bien, ça y est, le candidat de M. Chirac a été désigné. Il s'appelle Claude Martinand. Il faut savoir que Claude Martinand est un militant du Parti communiste et que c'est l'ancien directeur de cabinet du ministre soviétique des Transports en France, qui était M. Fitterman. Oui, que j'ai bien connu. Voilà. Oui. Ça, c'est une information que je livre à nos amis. Tout à l'avenant, n'est-ce pas? La nomination de M. Truche, par exemple, dans les fonctions de hauts magistrats qui sont les siennes. Comment se fait-il que le gouvernement ait laissé en place M. Comment se fait-il que le gouvernement ait laissé en place M. Schweitzer? M. Schweitzer est une personnalité socialiste qui a été nommée à cette fonction exclusivement pour des raisons politiques. Il ne faut pas oublier quand même que M. Schweitzer était le directeur de cabinet de M. Fabius. Alors aujourd'hui, on feint de s'étonner que M. Schweitzer n'ait pas eu à l'égard des ouvriers de Renault, qu'il est contraint de licencier, suffisamment d'humanité. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, très bien pour les consulter, pour les avertir à temps, quoi d'autre, mais comment en serait-il autrement? Parce que non seulement M. Schweitzer était une personnalité politique socialiste nommée par les socialistes, maintenue par M. Chirac, mais c'est aussi un homme qui porte une responsabilité écrasante, et je mesure mes propos, dans l'affaire du sang contaminé. Il n'est pas absolument certain que M. Fabius soit directement responsable. En revanche, la responsabilité de M. Schweitzer ne paraît pas faire de doute, puisque c'est de sa main, de sa propre main, qu'il a écrit les annotations qui donnaient ordre de refuser les tests de dépistage du sida américain. Tout simplement pour des raisons économiques qui traduisent un mépris de la vie humaine absolument phénoménal. Par conséquent, Monsieur Schweitzer a sur la conscience et continue d'avoir sur la conscience la responsabilité de centaines de milliers de morts, nos compatriotes transfusés et qui ont été condamnés à une mort aussi injuste qu'affreuse par l'effet des décisions technocratiques de M. Schweitzer, prise de toute évidence en toute connaissance de cause. Voilà. Alors, il ne faut pas s'étonner dans ces conditions que pour M. Schweitzer, les ouvriers de Renault, ça soit des pions ou des chiffres sur un effectif. Il y a quand même un aspect de l'affaire Vilvoorde sur lequel personne ne semble décider à revenir et qu'il faudrait quand même signaler, je crois. C'est que le rôle exact de l'usine de Vilvoorde. Pourquoi cette usine a-t-elle été ouverte par Renault? Il faut rappeler que cette usine a été ouverte par Renault pour faire ce qu'on appelait une usine de jaune à l'origine. Elle a été créée pour remédier éventuellement à des chutes de production qui seraient provoquées par un mouvement de grève chez les Renault France. Et donc on avait créé une usine en Belgique en disant là-bas ceux-là travailleront et on pourra servir quand même les concessionnaires. Et puis la situation est telle, la crise est tellement grave que l'esprit revendicatif est tombé à zéro pratiquement et qu'il n'y a pratiquement plus de grève dans le privé en France depuis longtemps, et notamment Renault n'a pratiquement plus connu de grève, de blocage de la production depuis fort longtemps. Donc Vilvoorde ne sert plus à rien, puisqu'on est arrivé à terroriser les ouvriers de telle manière qu'ils n'osent plus se mettre en grève sous peine de se retrouver au chômage. L'usine de jaune de Vilvoorde ne sert plus à rien, donc on la ferme.
Et c'est là qu'on déclenche le mouvement social. Et c'est là qu'on déclenche, naturellement, parce que, comme toujours, il y a un moment où à force d'abuser... Quand les gens n'ont plus rien à perdre. Explose, voilà. Bien sûr. Je vous ai dit tout à l'heure je vous avais demandé de venir pour parler du Japon, et puis que l'actualité ne s'y prêtait pas tellement, mais je voudrais quand même vous demander de faire un petit exercice. Avant de donner la parole aux auditeurs, vous êtes secrétaire général du Front National, Bruno Gollnisch, et d'autre part, vous êtes en quelque sorte japonais d'adoption, ou japonais par mariage en tout cas, parce qu'on devient, je sais pas si j'ai été complètement adopté, mais enfin... Bon. On devient français par mariage, est-ce qu'on devient japonais par mariage? Ah non, non, absolument pas. Non, l'affiliation d'ailleurs c'est pareil. Hein, quoique le code ait changé récemment, mais enfin quand je me suis marié, eh bien le code de la nationalité français reconnaît comme français les enfants qui sont nés de pères français, mais aussi les enfants qui sont nés de mères françaises et de pères étrangers, alors qu'au Japon, pour être japonais, il fallait être de père français, de père japonais, pardon. Donc vos enfants n'ont pas la double nationalité? Non, mais ils n'ont pas cherché à l'avoir d'ailleurs. Mon petit dernier auquel enfin pas mon petit dernier, mon fils, auquel quand il avait 6 ou 7 ans, je reprochais de pleurnicher en lui disant mais tu es un arrière-petit-fils de samouraï, tu ne dois par conséquent tu ne devrais pas pleurer, m'a dit en séchant ses larmes qu'il ne voulait pas être un samouraï, qu'il était français, qu'il voulait être mousquetaire du roi. C'est trop mignon. Alors je vous parlais de ça parce que votre double carte, en quelque sorte, de spécialiste du Japon et de secrétaire général du Front, c'est-à-dire d'homme qui va dans les provinces, qui va dans les fédérations et dans les sections, et qui rencontre les militants de la France réelle, la plus profonde. Ça vous donne une espèce de double regard. Alors, en ce moment, je regarde peu le Japon, je dois dire. Mais malheureusement. Peut-être avez-vous par des amis ou des parents japonais une espèce d'écho de la façon dont ils voient la France, si tant est qu'ils la regardent. Comment, à votre avis, les Japonais regardent-ils un pays comme la France aujourd'hui? Nous nous faisons malheureusement beaucoup d'illusions sur l'importance de notre pays dans le monde. Et je suis de ceux qui pense que la France a un rôle éminent à tenir parmi les nations, mais quand on va aux antipodes, on s'aperçoit que la politique française, ça fait un petit encart dans les journaux de temps en temps. Disons que ça tient à peu près la même place dans la presse japonaise que n'en tient chez nous la politique brésilienne. Que le Brésil, c'est quand même, je crois qu'il y a 140, 150 millions d'habitants au Brésil, c'est un très grand pays. Bon, on ne peut pas dire que la politique brésilienne tienne dans notre presse une place considérable. Bon. On serait bien embarrassé de citer le nom d'un seul responsable politique brésilien. Et voilà, alors si, quand même, en France, au Japon, on sait qui est le nom du président français. En gros, on s'intéresse à la France. La France a une image traditionnelle de produits de qualité qui sont les parfums, les alcools, la mode, la haute couture, un peu moins dans le domaine industriel. Il faut malheureusement le reconnaître, encore que cette image est changée sous l'effet de 2 événements industriels. Le premier a été la guerre des Malouines, assez curieusement, car lors de la guerre des Malouines, un destroyer britannique a été coulé et détruit par un Exocet français qui se trouvait lancé, je ne sais pas s'il était lancé d'ailleurs, oui, je crois qu'il était lancé par un navire argentin ou peut-être depuis la côte ou d'un avion, peu importe. Et alors, le fait que la technique française, là, soit capable, finalement, d'entraver la flotte britannique a eu un grand retentissement. Puis le deuxième événement, c'est naturellement le train à grande vitesse qui a détrôné le Shinkansen, qui était jusque-là le train le plus rapide du monde. Et les Japonais, à cet égard, n'ont pas tellement conscience de la durée. Moi, je considère que le Shinkansen, ça reste une performance tout à fait exceptionnelle, dans la mesure où ça a été produit 20 ans avant notre TGV, dans un pays dont le relief est beaucoup plus accidenté, avec un écartement des rails qui est inférieur, et que par conséquent, ça reste une prouesse extraordinaire. Mais les Japonais sont des gens qui aiment les records,
Et de la même façon qu'ils sont très fiers d'avoir construit une tour absolument affreuse à Tokyo, mais qu'ils ont voulu de quelques mètres plus haute que la tour Eiffel, je leur ai expliqué que ça n'était pas du tout la même performance que d'avoir construit la tour Eiffel en 1889 et de construire dans les années 60 ou 70 une tour de quelques mètres plus haut que la tour Eiffel, mais ça fait rien. Ils aiment bien les records et par conséquent, ils ont apprécié l'industrie française. Ceci étant, cela se sait que en France, la sécurité se dégrade, que le chômage y est important, la mendicité et la saleté, il faut bien le dire, dans le métro, dans tout ça, oui, ça frappe. Il y a beaucoup de touristes japonais. Bien sûr, ça frappe les touristes japonais et cela commence à se savoir. Beaucoup de Japonais qui sont des amoureux au départ de la culture française et que l'on voit se précipiter dans les centres culturels français sont déçus par tous ces aspects-là quand ils viennent dans notre pays. Quand vous leur dites qu'en France, il y a pratiquement un habitant sur 10 qui est un étranger, qu'est-ce qu'ils disent? Parce qu'il y a très peu d'immigrés, j'imagine, au Japon. Mais ils sont... moi, je vois beaucoup, je voyais en tout cas jusqu'à présent beaucoup d'hommes politiques et de dirigeants japonais, puisque j'étais invité à peu près 1 an sur 2 au Parlement japonais. Et là, j'avais des rencontres avec des hommes politiques japonais, et quand nous parlions du Front National, je leur disais, vous savez, notre politique vis-à-vis de l'immigration, elle ne serait même pas nécessairement aussi sévère que la vôtre, parce que c'était de nature à remettre les choses en place. Alors, ils sont très étonnés. Ils sont aussi très étonnés, d'ailleurs, de beaucoup de choses dans notre pays. Ils sont très étonnés, non seulement du nombre des étrangers, mais des droits qui leur sont accordés. Ils sont très étonnés de savoir qu'il y a une part si importante de l'économie française qui est aux mains du secteur public, par exemple, alors qu'ils nous croyaient plutôt une économie de liberté. Ils sont très étonnés de toutes sortes de choses dans ce domaine. À propos de pays étrangers, si je vous dis qu'un pays vient de décider de réduire son immigration diviser son immigration par 4, de réduire au quart les quotas d'immigration, de réduire au quart les autorisations de regroupement familial et d'expulser, enfin de supprimer le permis de séjour à tout ouvrier immigré qui n'a pas de travail. Si je vous dis où est-ce que ça s'est passé, qu'est-ce que vous me répondez? Ben, je crois que c'est en Autriche, justement, et c'est pas sous le gouvernement de M. Haider qui est encore dans l'opposition. Ouais. Alors c'est extraordinaire de penser que ce sont peut-être les parlementaires qui soutiennent l'actuel gouvernement autrichien qui vont nous donner des leçons au Parlement européen et s'inquiéter de la politique que nous voudrions voir appliquer. Mais c'est quand même un signe de la pression des réalités. Les Autrichiens et les Allemands, il faut bien le reconnaître, s'y soumettent avec beaucoup moins de complexe que nous, puisque on a vu quand même les déclarations aussi du chancelier Kohl en Allemagne sur tous ces sujets, et de monsieur Weigel, je crois. Nous serons les derniers. Nous serons les derniers pour des raisons idéologiques. Mais des mesures aussi drastiques vous paraissent appartenir au domaine du possible en France? Alors nous avons un génie propre en France, de cohérence, et qui fait que nous pourrons adopter une politique qui soit multiforme. On peut faire sans doute plus, mais on peut aussi faire mieux. Par exemple, nous pouvons décider d'orienter notre budget de la coopération à la réinsertion intelligente et qui soit profitable non seulement aux pays, par exemple d'Afrique, mais aussi
à notre pays. Nous pouvons orienter tout ce budget de la coopération vers la réinsertion des travailleurs étrangers qui sont chez nous. C'est un exemple. Je vois pas. Après tout, prenez par exemple aujourd'hui, maintenant l'Afrique voit son marché automobile et de véhicules utilitaires submergé par les Japonais, par Toyota, par Nissan, etc. Bon. Or nous avons un certain nombre d'Africains qui peuvent être marocains, algériens, originaires d'Afrique noire, qui ont travaillé justement dans nos usines automobiles. Bon, plutôt que de leur donner une retraite à vie dans notre pays, pourquoi s'il y a des licenciements pour suppression d'emplois, ne pas pour solde de tout compte leur faire cadeau, ou plutôt leur remettre ce à quoi ils ont droit, n'est-ce pas, s'ils ont cotisé aux ACEDIC. Plutôt que de le laisser pendant des années aux ACEDIC et puis après ça bénéficier d'une retraite chez nous, pourquoi ne pas leur remettre par exemple un utilitaire, un véhicule de la société Renault, Peugeot ou Citroën dont ils étaient membres, pour leur permettre, une fois de retour dans leur pays d'origine, de créer une petite société de transport. Et ce qui aurait l'avantage également de fidéliser ces gens-là à des produits français, et qui leur permettrait aussi de rentrer dans leur pays la tête haute, parce que nous ne souhaitons pas humilier les étrangers honnêtes qui ont travaillé chez nous. Je pense que on peut faire quantité de choses. Le problème, c'est qu'il faut en avoir la volonté et qu'il ne faut pas se laisser évidemment démonter. Je m'entretenais juste avant de venir avec un très haut magistrat des mesures qui seraient nécessaires pour rétablir la sécurité. Prenons l'expulsion des délinquants étrangers. Alors là, il s'agit de toute autre chose. C'est pas des gens qui ont travaillé, c'est des gens qui ont abusé de l'hospitalité de la France au détriment des Français. Bon, eh bien, pourquoi n'expulse-t-on pas ces gens ? Et pourquoi cette expulsion n'aurait-elle pas lieu avant même l'expiration de leur peine, par suite de conventions de transfèrement qui nous garantiraient que leur peine soit exercée dans leur pays d'origine, ce qui coûterait beaucoup moins cher que de leur faire subir leur peine en France. Or, ces conventions de transfèrement sont parfaitement possibles en droit international, elles existent, la France en a conclu, mais généralement, ce que fait la France, c'est qu'elle noue de telles conventions pour récupérer les criminels qui sont français, qui sont emprisonnés à l'étranger. Par exemple, il paraît que nos prisons sont très inconfortables, mais paraît-il celles de Bangkok le sont encore plus. Alors, par mesure d'humanité, nous avons des conventions avec la Thaïlande, de telle sorte que les trafiquants de drogue français pris sur la main dans le sac, arrêtés et condamnés en Thaïlande, eh bien, au lieu de croupir dans les geôles thaïlandaises, nous ayons le bienfait de pouvoir les récupérer dans les prisons françaises. En revanche, les trafiquants thaïlandais pris en France ne sont pas renvoyés en Thaïlande. Non, ne sont pas jamais renvoyés en Thaïlande. Je dis que ça peut fonctionner dans les deux sens. Mais ça pourrait peut-être devenir aussi une espèce d'industrie nationale, l'accueil de tous les délinquants du monde entier. On pourrait couvrir la France de prison et faire payer après tout, puisque... Il y a quantité de choses que l'on peut faire et que l'on doit faire, à commencer déjà par assurer le respect des lois existantes, mais je crois que notre congrès de Strasbourg le montrera d'ailleurs, nous sommes extrêmement inventifs et nous avons des mesures réalistes, des solutions à proposer à tous les problèmes qui se posent à la société française. Alors on va donner la parole aux auditeurs par l'intermédiaire de la voix douce, et mélodieuse et méliflue de Victoria, mais avant, je voudrais citer un auditeur sous réserve, je cite son information. Cet auditeur nous dit: le numéro 2 de Renault s'appelle Carlos Kohn, c'est un Brésilien d'origine allemande, c'est lui qui a décidé la fermeture de l'usine de Vilvoorde. En revanche, il est en train de créer une usine de montage au Brésil, moyennant un investissement de plus de 7 milliards de francs, et cet auditeur ajoute: ceci est top secret à la régie Renault. Enfin, c'était top secret jusqu'à maintenant. Oui, voilà. Maintenant, s'il y a des gens de Renault, eh bien, ils sont informés, oui. Alors, c'est l'effet du mondialisme. C'est tout. Nous avons, prévu tout cela. Et un auditeur nous dit: qu'attendent les Juifs du Front National pour monter au créneau? Je pose cette question à chaque fois qu'un membre du Front National vient à Radio Courtoisie. Pouvez-vous répondre? Car j'ai des amis juifs qui en ont marre d'être traités d'antisémites.
parce qu'il vote Front National. Oui, ça, c'était d'ailleurs un des aspects les plus rigolos, il faut bien le dire, de cette agression contre le stand de National Hebdo, où Jean-Pierre Cohen se faisait traiter d'antisémite par des Arabes qui attaquaient le stand. Oui, pas seulement par des Arabes, mais il y en avait beaucoup. Pas seulement par des Arabes, parce que il y a les petits staliniens qui étaient... comment s'appelle cette maison d'édition dont le nom ne me revient pas, qui est une Verne, Monsieur Werndorfer, c'est ça. Oui, c'est Gilles Werndorfer, voilà. Bon, Gilbert Werndorfer, dont les éditions sont les éditions Verne, eh bien, qui s'est plaint que M. Cohen vende ses ouvrages sur le stand de National Hebdo. Voilà quel degré d'abjection, d'ignominie on en est arrivé de la part de ces censeurs. Non, je dirais que les Juifs qui sont au Front National, ils sont tout à fait héroïques parce que leur situation n'est pas facile et ils font beaucoup plus à leur rang pour lutter contre la progression de l'antisémitisme que ne le font le MRAP, la LICRA et toutes les associations du même acabit. Alors je voudrais citer, puisque vous parliez, Bruno Gollnisch, d'ignominie, et puis après je donne la parole à Victoria, un dessin, dans la série des ignominies, il est quand même celui-là, je crois, assez insurpassable, un dessin d'un nommé Sergueï, je suis bien désolé d'avoir le même prénom que ce personnage, qui montre un Français qui est dans une cuvette de water en train de tirer la chasse d'eau. Et cette cuvette de water, elle a tout simplement la forme de la France. Et la chasse d'eau qu'il tire, est marqué Front National. Tenez, je vous donne ça. Oui, ben c'est l'expression du racisme anti-français. Voilà. En tant que vice-président de la Griffe, je vais saisir les autorités de l'Alliance Générale contre le Racisme et pour l'identité française, et je vais demander qu'on poursuive cette crapulerie. C'est ça, oui. Victoria. Et c'est dans le journal L'Immonde, hein. Voilà. Bon. La parole est aux auditeurs. Plusieurs auditeurs reviennent sur la mise à sac du stand de National Hebdo. Et alors, il y en a deux qui sont très injustes au départ. Je suis étonnée de la naïveté des gens du Front qui n'avaient pas protégé le stand de National. Et s'il avait été protégé, il n'y aurait pas eu de stackage. Et ça, c'est des gens qui ne savent pas comment c'est. Alors, d'abord, c'était pas un stand du Front National, c'était un stand de National Hebdo, oui. Premièrement. Et deuxièmement, il faut que cet auditeur comprenne que, d'abord, les gens du Front National sont des gens comme lui et moi, quoi. Ce sont des citoyens qui ont droit à la protection de la police. Non, mais ce sont des citoyens qui aussi n'ont pas que cela à faire. Et notre service d'ordre est mis à très rude épreuve. Ce sont des bénévoles. Quand ils assurent la protection un jour de semaine d'une manifestation, il faut qu'ils demandent à leur employeur un jour de congé et ça n'est pas facile. Mais ce que je demande à cet auditeur, c'est de laisser ses coordonnées, parce que la prochaine fois qu'il y a une manifestation du Front National à protéger, on fera appel à lui, je le dis absolument sans aucune ironie. Hein. Alors, la deuxième chose, c'est que le salon du livre, il était assez difficile aussi on peut pas tenir un salon, un stand qui est ouvert de tous les côtés, un stand littéraire, qui suppose que le public puisse avoir un accès aux auteurs et qui soit constamment protégé par un service d'ordre impressionnant. Oui, voilà. Alors, c'était pas d'ailleurs la stratégie qui avait été retenue. Moi, je dirais simplement que moi, j'avais annoncé que... plusieurs auditeurs demandent pourquoi vous n'êtes pas allé sur le stand. J'ai immédiatement annoncé que j'allais sur le stand et je me suis rendu d'ailleurs le dimanche au Salon du Livre, mais entre-temps, National Hebdo, la direction de National Hebdo, dont je respecte tout à fait la décision, avait décidé, ou plus exactement, on leur a imposé, la direction du Salon du Livre leur a imposé de la suppression du stand. Oui. Bon, et il n'y avait plus de stand. Alors j'y suis allé, puisque j'avais annoncé que j'y allais, mais il n'y avait plus de stand, donc je ne pouvais pas me trouver à proximité d'un stand qui n'existait plus. Voilà. Je le regrette beaucoup. Oui. Alors beaucoup de Français ont été indignés par l'attaque. Nous ne sommes pas assez coordonnés. Comment témoigner de notre indignation ?
Abonnez-vous au Libre Journal. Abonnez-vous à toutes les National publications. Hebdo et au Libre Journal. Abonnez-vous à la Presse Amie et téléphonez, puisque nous avons un éditeur sous la main. On va rappeler encore le numéro de cet éditeur. Si je le retrouve là, oui. Voilà, Si, moi je l'ai, Ramsay, édition Ramsay. Les ignobles éditions Ramsay. 01 41 71 11 qui dans leur guide Pudloki, non? Oui, de là aussi d'ailleurs. Oui. Mais ils ont... C'est le guide Pudloki, je crois. Oui, c'est ça. Donc, comme ça, voilà. On censurait le journal, on fait disparaître de ce guide gastronomique, le restaurant L'Alzaco, pour la simple raison qu'il héberge des gens il laisse manger des clients pas corrects. Des clients qui ne sont pas politiquement corrects. Voilà. Alors dites aux éditions Ramsay ce que vous pensez de leur attitude. Et dites-leur que vous n'achèterez plus de livres Ramsay. Ils prennent le profil bas, puis il y a une dame qui a téléphoné et on lui a répondu, mais pas du tout, nous ne sommes pas au courant, nous allons vérifier, nous ne sommes pas sûrs que ce soit exact. Profil bas. Eh bien, ça prouve que c'est utile. Alors, téléphonez. Mais il y a aussi les éditions Verne, de M. Werndorfer. Ce serait si on pouvait trouver leur numéro de téléphone pour leur demander si l'air que nous respirons ne les gêne pas. Est-ce que ça ne gêne pas de respirer le même Alors, peut-être d'ailleurs est-il temps de regarder dans les pages jaunes où se trouvent ces éditions Verne pour demander à M. pas confondre Gilles Verne et Jules Verne d'ailleurs. Gilles Werndorfer dit Verne si l'air que nous respirons ne le gêne pas. Et alors, Madame Sinclair donc, a reçu Jacques Delors, il lui a demandé son avis sur les incidents du Salon du Livre, et Monsieur Delors a répondu que la présence du front au Salon était une réelle provocation tout à fait inadmissible. Donc c'était normal qu'on nous casse la figure. Monsieur Delors a justifié l'agression contre le stand. Et il trouvait ça normal. Ça ne m'étonne pas de la part de ce personnage. Mais il faut quand même rappeler qu'on est bien content que nos ennemis disent du mal de nous, quand même ça c'est important, parce que le jour où ils en diront du bien, ça deviendra quand même inquiétant. Alors les auditeurs aimeraient bien que vous parliez justement des énormes manifestations qui se préparent à Strasbourg contre nous. Il y a, paraît-il, on nous dit, par exemple, il va y avoir un train spécial le 29 mars, aller-retour 220 francs, billets à prendre chez les Verts, avenue Parmentier dans le 11e. Donc c'est tout ça est organisé. Oui, c'est tout à fait organisé. C'est pour ça qu'il faut que les gens de Ralfron, notamment, sachent que nous les tenons pour personnellement responsables des débordements qui pourraient avoir lieu, mais que nos amis se rassurent, notre protection sera assurée, nous avons ce qu'il faut, et le concours des forces de police nous est acquis. Et en principe, on paie nos impôts pour ça d'ailleurs. Hein? Une auditrice vous rappelle que la statue au sommet du Ballon d'Alsace est celle de la Vierge au sourire. Ah! C'est très bien aussi, hein, la Vierge. Écoutez, c'est aussi très bien, mais moi je croyais qu'il y avait une statue de Jeanne d'Arc. Il y a peut-être les deux, c'est peut-être au même endroit. Que pensez-vous de l'installation prochaine d'usines japonaises Toyota en France, alors que Peugeot et Renault n'arrivent pas à vendre leurs propres voitures? Je dis exactement à mes amis japonais, et je connais des parlementaires, des ministres, je suis même en relation amicale avec un ancien Premier ministre, je leur dis ceci, je leur dis le commerce international est compatible avec des déséquilibres sectoriels. Autrement dit, il est normal que la France vous vende plus de fromage ou de vin que vous ne lui en vendiez, comme il serait normal que vous nous vendiez peut-être davantage de calculettes que vous ne nous en achetez. Mais le commerce international n'est pas éternellement compatible avec des déséquilibres globaux. Moi, je suis partisan de la réciprocité dans les relations internationales. Et je considère que le marché japonais n'est pas suffisamment ouvert, mais je crois qu'il y a aussi dans cette affaire une responsabilité très grave des autorités françaises. Et non seulement des milieux diplomatiques, mais des milieux politiques et des milieux économiques, qui pendant très longtemps, par exemple, n'ont embauché aucun cadre connaissant la langue japonaise. Alors comment peut-on pénétrer sérieusement un marché comme celui-là quand on y envoie des gens qui sont peut-être des gens de qualité, mais qui sont aveugles, sourds et muets dès lors qu'ils sortent de leur bureau? Que pensez-vous de ce procès de Carpentras? Je pense que le procès de Carpentras est l'occasion pour les chacals de la presse de se livrer à une
ressucé de la manipulation à laquelle il s'était livré il y a quelques années. Il est clair que l'on a dicté à l'un des voyous qui se sont livrés à cette profanation les mots qu'il fallait pour dire qu'il avait été inspiré par Jean-Marie Le Pen. Quand, comment, où a-t-il rencontré, a-t-il entendu Jean-Marie Le Pen? Il s'agit à l'évidence de pâle voyou, il s'agit d'un montage. Celui qui s'est livré soi-disant spontanément et soi-disant accablé de remords aux renseignements généraux, n'est-ce pas? Et c'est d'ailleurs à celui-là qu'on fait faire aussi la manœuvre de basse police d'accuser l'influence du Front National. Je rappelle que le chef du commando est mort, renversé, alors qu'il était en moto renversé, moto renversée par une voiture conduite par un arabe, indicateur de police, trafiquant de drogue, qui est mort, trafiquant de drogue, et que cet arabe a été retrouvé dans le Rhône avec 2 balles dans le thorax et des bottes en béton, ce qui est très gênant quand on veut apprendre à nager. Mais voilà. Alors si après ça les gens ne croient pas à la manipulation, c'est évident qu'il s'agit d'une manipulation de basse police et qu'on a liquidé les opérateurs de cette affaire. Alors savoir d'ailleurs quelle est la basse police qui s'est livrée à cette manipulation, ça je ne le sais pas. C'est de ce côté-là qu'il faudrait chercher si on avait de vrais journalistes d'investigation. Nous chercherons. Alors il y a beaucoup de messages de sympathie. En particulier pour votre prestation télévisée qui a beaucoup plu aux auditeurs à Bouillon de Culture, que vous avez affronté la meute. Et je remercie. Nous étions de tout cœur avec vous. Merci, j'ai beaucoup souffert. D'abord, ça a été un peu soudain puisque j'étais à Lyon et le vendredi, c'est mon jour lyonnais et qu'à 13h, j'ai appris qu'il fallait que je me produise. J'ai eu juste le temps de téléphoner à Monsieur Pivot qui m'avait assuré que je lui ai dit écoutez, je suis seul contre 10. Ce que je vous demande, c'est peut-être pas la moitié du temps de parole, bien sûr, mais c'est de pouvoir répondre aux attaques au fur et à mesure. Monsieur Pivot m'avait donné à cet égard toutes assurances. Et bien sûr, il n'a pas tenu parole. Il a hurlé avec les loups. Ah oui, il a tenu nous sommes habitués à 10, à être à 1 contre 10, et en plus avoir l'arbitre contre nous, et une main attachée derrière le dos. Voilà. Mais merci de ces témoignages de sympathie, en tout cas, ils me sont allés droit au cœur, et ils ont été très nombreux, y compris d'ailleurs de gens qui ne sont pas, a priori, des amis politiques. Merci Bruno Gollnisch, à très bientôt, j'espère. Merci de votre invitation. Voilà, merci d'avoir suivi cette émission avec nous. Je vous dis à la semaine prochaine et que Dieu nous garde.